Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci encore une fois de suivre votre émission Objection. Objection a le plaisir de recevoir ce dimanche le professeur Ali Mbaye. Il n'est plus à présent économiste, doyen honoraire à la FASEC, la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Mbaye, bonjour et encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Bonjour Bayomar, le plaisir est largement partagé et merci pour votre invitation. Alors professeur, nous parlons essentiellement d'économie. Le débat est d'actualité, mais d'abord sur l'état de notre économie, le diagnostic. Comment véritablement se présente la situation de l'économie sénégalaise? Alors, une question à la fois difficile et facile. Difficile parce que le débat se polarise sur des questions qui relèvent, à mon avis, plus de symptômes que de tendances à long terme. Énormément de débats sur beaucoup de choses, sur les chiffres, sur la croissance, sur l'endettement, etc. Et à mon avis, on passe à côté des fondamentaux. Ah oui, c'est quoi les fondamentaux? Alors, les fondamentaux, c'est que l'économie ne se transforme pas. Ah oui? Depuis 1960, le pays ne s'enrichit pas significativement. Le revenu par tête, le PIB par tête, est resté constant à $1000 par habitant sur plus de 50 ans. Maintenant, il y a des variations, des épisodes de croissance, des épisodes de décélération, mais on a comme l'impression que les épisodes d'accélération rattrapent les décélérations des périodes passées, ce qui fait que la tendance à long terme reste principalement, je veux dire, reste stationnaire. Et qu'est-ce qui l'explique? On n'a pas beaucoup changé ou fait augmenter notre capacité à générer des richesses. Notre capacité à générer des richesses n'a pas beaucoup bougé. Ça c'est d'un. Notre capacité à produire des biens plus complexes, plus sophistiqués, et donc correspondant à des prix plus valorisés sur le marché international, mais cette capacité-là est restée limitée. Notre économie est encore tributaire des produits primaires, les produits agricoles essentiellement, et les découvertes du pétrole et du gaz ne vont pas changer grand-chose, ça ne fera que renforcer ces tendances. Or, il est tout à fait compris et accepté maintenant que même s'il y a croissance, pour que la croissance puisse réaliser tous les potentiels qu'on en attend, mais il faut que cette croissance s'accompagne d'une transformation de l'économie qu'on appelle une transformation structurelle et qu'on n'a jamais eue depuis l'indépendance. Alors, que traduisent les indicateurs? D'abord, le taux de croissance, l'inflation, la dette par rapport au PIB. D'abord, le taux de croissance. Le taux de croissance, si vous représentez le taux de croissance dans le long terme, vous constatez ce que je vous dis. Oui, il parle de... C'est des tendances très erratiques. Il parle de 7,2. Ça, c'est le symptôme. Oui. Supposons que vous avez le palu. Vous prenez un peu d'aspirine, la fièvre monte. Est-ce que vous êtes guéri? Non. Tant que le microbe en vous n'est pas détruit, vous n'êtes pas guéri. Vous voyez? Alors, les taux de croissance sur des périodes courtes ne sont pas révélateurs des tendances à long terme de l'économie. Or, c'est que l'analyse des tendances à long terme de l'économie montre, c'est que on n'est pas plus riche que nos parents, que nos grands-parents. On est arrivé à l'indépendance en 1960. Je vous dis, le PIB par tête du Sénégal en 1960, évalué en dollars constants de 2010, c'est $1000. Et récemment, jusqu'à maintenant, ça tourne encore autour de $1000. Donc ça n'a pas bougé fondamentalement. Ça n'a pas bougé. Qu'en est-il de l'inflation? L'inflation n'a jamais été de gros souci, un gros souci pour nous. Le taux d'inflation a toujours été maîtrisé. Et donc là, c'est pas un souci. Et la dette? Alors, la dette a été maîtrisée et je ne crois pas que... Elle est-elle soutenable? Je ne crois pas que ce soit encore un gros problème. Mais bien sûr, si les tendances actuelles se maintiennent, ça pourrait devenir un souci. Oui, un souci comment? Mais parce que, écoutez, la dette, normalement, est supposée financer des investissements. Lesquels investissements sont supposés
avoir un effet positif sur le taux de croissance. Les investissements financés avec l'endettement à long terme, ces investissements-là sont supposés contribuer à la croissance économique de telle manière que le niveau réalisé en termes de croissance puisse compenser les coûts de financement de cet endettement-là. Mais notre dette n'a pas été spécialement productive. Et encore une fois, c'est des tendances de long terme qu'on n'a pas pu corriger. Oui, et justement, la grosse problématique, c'est par rapport justement aux normes standards dans l'espace UEMOA, les 70%. Alors, est-ce qu'il est aujourd'hui nécessaire d'envisager des réformes pour éviter d'en arriver là? Écoutez, il y a un cercle vicieux. Quand on a déficit budgétaire, et que ce déficit budgétaire se creuse, évidemment, on va avoir à financer ce déficit. Et voilà, on a un déficit de compte courant. Et donc, c'est la même chose. Et c'est le cas présentement? Oui, tout à fait. Le déficit budgétaire et le déficit du compte courant, et les deux sont liés. S'ils ne sont pas maîtrisés, ça se traduit par un endettement qui, encore une fois, s'il n'est pas maîtrisé, peut créer des problèmes de paiement. Je crois que et le risque est réel. Et le risque est réel. On a vu cette histoire-là, une histoire similaire dans les années 80. On a dû faire des ajustements extrêmement coûteux, socialement éprouvants. Et on a assaini, et apparemment les tendances se prennent. Mais je crois que fondamentalement, ce qui est en question, c'est notre capacité à encore une fois, transformer notre économie, élargir notre base productive, diversifier nos exportations. Et ce qui fait qu'on a tous ces déséquilibres-là qui persistent et qui nous créent des problèmes. Et qu'en est-il de la monnaie? Je veux parler du franc CFA. C'est toujours d'actualité, le débat est en cours. Paris qui décide de la valeur externe de ces monnaies et la zone franc qui assure le contrôle économique des colonies, ce qui du reste garantit à l'économie française un avantage comparatif sur le continent africain. Professeur Ali Mbaye, le président Erdogan, préoccupé par la question, demande aux chefs d'État africains justement de développer des monnaies locales, d'en créer et de développer des monnaies locales. Que vous inspire cette grosse réflexion de l'heure? Ma position par rapport à ça est très nuancée. Je crois que la question du franc CFA charrie énormément de passion. Et de passion parfois inutile. Ah oui? Ah oui, parce que si on s'attend à ce que la monnaie règle tous nos problèmes de développement, on se trompe. N'oublions pas qu'on est entouré de pays qui ne sont pas dans la zone CFA et qui font face à des défis aussi énormes ou plus énormes que les nôtres. Je crois que ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il y a énormément de fantasmes autour du CFA. Les gens pensent que c'est parce qu'on est dans la zone CFA qu'il y a des problèmes de financement. Dans un article que j'ai partagé dans la presse et dans les réseaux sociaux, j'ai pu indiquer que ce n'était pas le cas. Les problèmes de financement auxquels font face les pays non membres de la zone CFA sont parfois plus ardus que les problèmes auxquels nous on fait face. C'est des problèmes, c'est symptômes du sous-développement. On a parlé des problèmes des réserves. Les réserves de change dans la zone UEMOA ne sont pas plus élevées que ce qu'on observe ailleurs. Ah oui? Je crois que ça tourne autour de 7 000 milliards, c'est rien du tout. Rien que pour l'Algérie, on est à peu près 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. Vous voyez? Et rapporté au PIB, les réserves de change de la Gambie sont plus significatives que les nôtres. Donc, vous voyez, il y a énormément de fantasmes, mais quand on regarde les chiffres, la réalité est tout autre. Et à mon avis... Il n'y a pas de servitude? Je crois qu'il faut qu'on... je crois pas que l'économie française gagne fondamentalement. Ah oui? Tire profit, comme on le dit, du CFA, de l'arrimage du CFA. Je voudrais ajouter deux autres choses. Oui. On a l'expérience des pays qui ont géré des monnaies uniques. Il y en a, hein, la Mauritanie gère sa monnaie, la Gambie gère sa monnaie. La Guinée? La Guinée, beaucoup de pays. Mais on voit beaucoup de problèmes associés à cela. Des problèmes, c'est les taux d'échange multiples. Vous voyez, il y a... Parce que actuellement, on a une banque centrale autonome. Même si le Sénégal a un déficit budgétaire, le Sénégal ne peut pas faire financer son déficit budgétaire par la banque centrale. Pareil pour le Mali, pareil pour le Togo, pareil pour le Niger. Mais si chacun de ces pays avait sa banque centrale autonome, écoute, la tentation serait très forte de faire financer les déficits budgétaires par une création de monnaie. Et on a vu dans beaucoup de pays africains et en dehors de l'Afrique ce que ça a donné. Vous voyez, au Zimbabwe en 2009,
Et la monnaie nationale a disparu. Parce que plus personne n'avait confiance dans la monnaie nationale. On avait des taux d'inflation de 1 million de %. C'est énorme. Parce que le gouvernement avait pris des engagements en RDC, il y avait beaucoup de problèmes, et le gouvernement a imprimé des billets. Mais ce n'est pas la solution, c'est jamais la solution. Et quand on l'a fait, et l'inflation est allée à un tel niveau que l'Institut national de la statistique n'osait plus sortir les chiffres sur l'inflation. Et c'est le gouvernement qui a décrété que le dollar zimbabwéen n'avait plus cours légal. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus utiliser le dollar zimbabwéen. Et vous savez remplacé par quoi? Par le dollar américain. On ne peut pas quand même accuser Mugabe d'avoir une sympathie extraordinaire pour les Américains. Mais c'était, à un moment donné, la seule solution qui s'est posée. L'ultime solution. Mais alors, vous êtes nuancé dans vos propos. Mais quel est justement l'avantage et quel est l'inconvénient? Alors, l'avantage, c'est qu'on a un outil d'intégration à préserver. Si on met de côté la France, la zone franc, c'est quand même l'UEMOA. C'est les pays africains qui sont mis ensemble et qui sont astreints à une discipline monétaire. Laquelle discipline monétaire est très importante pour la stabilité de la monnaie et de l'économie. Il ne faut pas oublier qu'au moment où on parle, il y a énormément de pays dans lesquels il y a deux monnaies en circulation. Parce que les gens ne doivent pas oublier, c'est que la monnaie, c'est seulement du papier. Le billet de 10 000 francs que vous avez, mais c'est juste du papier. Il y a quelque chose qui lui donne de la valeur. Ce qui lui donne de la valeur, c'est l'économie à laquelle ce billet est adossé. Vous voyez, si vous imprimez trop de billets, les gens perdent confiance dans ce billet. Et il y a un problème de substitution des monnaies. Actuellement, le dollar libérien, la quantité de dollars libériens qui circulent dans l'économie libérienne ne représente même pas 30% de l'offre totale de monnaie. Parce que les Libériens utilisent en majorité le dollar américain. Et ça, vous avez parlé du président Erdogan, la Turquie, il fait face au même problème. Il y a un phénomène de dollarisation en Turquie. Parce que les gens perdent confiance dans la monnaie. Et vous savez très bien que l'économie turque est beaucoup plus diversifiée que la nôtre. Donc l'histoire de monnaie, c'est des questions extrêmement sensibles et qu'il faut gérer avec prudence. Donc vous avez parlé des avantages. L'un des avantages, c'est l'outil à préserver. La discipline à préserver. Mais ça veut dire la stabilité monétaire. La stabilité monétaire à préserver. Mais il y a des conséquences aussi, les travers. Tout à fait. Oui. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Oui. C'est pour cela que moi, je parlerai de réformer le système sans jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, concrètement? Ça veut dire que en matière de dévaluation compétitive, il y a peut-être des efforts à faire. Parfois, l'euro a tendance à monter par rapport aux monnaies de nos concurrents. Et moi, je crois que dans ces circonstances, ce serait tout à fait envisageable et de changer la valeur de la monnaie, de dévaluer, de déprécier, de dévaluer la valeur de la monnaie pour que notre compétitivité soit préservée. Il y a des réformes à apporter dans le système, mais moi je crois que... de quelle nature? Des réformes de quelle nature? À part la dépréciation. La flexibilité. La flexibilité. Oui. Dans la manipulation de l'outil du taux de change. Parce que le taux de change, c'est un instrument de pilotage de l'économie. Je crois qu'il y a des rigidités qu'on observe et selon l'évolution, c'est les pays africains qui, à travers la BCEAO, qui décident. Je crois qu'on a dévalué en 1994. Et c'est vrai que les Africains n'aiment pas la dévaluation, mais dans une perspective quand même de renforcer la compétitivité de nos économies, il est tout à fait envisageable et souhaitable qu'on dévalue parfois, ne serait-ce que pour booster les exportations et limiter les importations. Alors la question, à l'évidence, une seconde dévaluation, de votre point de vue et en tant que justement expert, est-ce que cette deuxième dévaluation qui est agitée de temps en temps, est-ce qu'elle est favorable dans le contexte actuel? La dévaluation vise deux choses. La dévaluation vise à limiter les importations, à booster le secteur de ce qu'on appelle les biens échangeables, le secteur de remplacement des importations et le secteur d'exportation. Mais il ne faut pas croire que la dévaluation à elle seule suffirait pour booster la production domestique de biens échangeables. Doit-on recourir à... Il y a d'autres facteurs qui empêchent les secteurs d'activité de croître
et qui ne sont pas forcément liés à la monnaie. Doit-on recourir liés à la productivité et beaucoup d'autres choses. Doit-on recourir à une deuxième dévaluation? Je pense que faire une dévaluation juste comme ça, la politique économique est plus complexe. Et souvent, il y a des instruments utilisés concomitamment pour optimiser les résultats. Faire une dévaluation comme ça, de façon isolée, qui corrigerait la contrainte liée au taux de change, et sans pour autant toucher aux autres contraintes, et aurait un impact assez limité. On a fait une dévaluation, mais ça ne nous a pas mis au même niveau que les autres pays émergents, par exemple. Je crois que, oui, utiliser l'instrument de la dévaluation et concomitamment avec d'autres instruments pour booster la production et diversifier les exportations, oui, ça me paraît envisageable. Envisageable. Professeur Ali Mbaye, doyen honoraire à la FASEC, à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, professeur, la problématique du financement de l'économie sénégalaise, justement le financement du déficit, mais le recours au financement sous-régional, où en est-on justement avec le deuxième compact? Vous avez mené l'étude, c'est-à-dire le diagnostic. Où en est-on avec ce deuxième compact? Parce que vous avez identifié tellement de contraintes. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, et il y a une équipe, moi je fais plus partie de l'équipe depuis un certain temps. Et il y a contrainte de temps, j'imagine, parce que vous êtes trop busy, comme disent les anglophones, justement dans ce domaine. Tout à fait, mais j'ai travaillé avec une équipe de Sénégalais très compétents et appuyé par une équipe américaine aussi très capable. Et je suis persuadé que si vous entrez en contact avec eux, ils pourront vous donner les informations. Mais dans le diagnostic, il est toujours le même. Les contraintes. Le diagnostic n'a fait que confirmer les autres outils qu'on avait déjà fait. Ça veut dire qu'il est extrêmement difficile de faire des affaires dans ce pays. L'environnement des affaires pose problème. Et on le voit tous les jours. La base productive est restée très étroite. Depuis les indépendances, il y a très peu de secteurs qui constituent l'ossature du PIB et des exportations. Si vous regardez encore une fois le portrait de l'économie et comment ça a évolué dans le long terme, vous vous rendez compte qu'il y a quelques produits, une dizaine, qui constituent l'ossature de l'activité productive et des exportations. Or, ces produits, ce sont essentiellement des produits de base, des produits agricoles, des produits miniers. Il y a beaucoup de défis associés à cela. Premier défi, c'est que ce sont des produits dont les prix sont très volatiles. Vous voyez, ça varie énormément d'une année à une autre. C'est très difficile de fonder des investissements, de fonder des prévisions budgétaires sur ces produits. C'est des produits dont la croissance n'entraîne pas beaucoup de création d'emplois décents. C'est des produits dont la croissance ne fait pas significativement baisser la pauvreté. Vous voyez? Et pour toutes ces raisons, les pays africains, dont le Sénégal, sont encore dans le piège et du sous-développement. Parce que la plupart des pays africains sont spécialisés dans ces produits de base, ce qui les confine dans un état de pauvreté et qui pose de plus en plus de problèmes, et d'autant plus que le croît démographique est extraordinaire. La population augmente, les ressources n'augmentent pas au même rythme, ou augmentent beaucoup plus faiblement, et ça crée des déséquilibres dans tous les secteurs. Les problèmes que vous voyez dans l'éducation, c'est lié à ça. Les problèmes que vous voyez dans le secteur formel et le secteur informel, c'est lié à ça. Les tensions budgétaires que vous voyez, les problèmes de trésorerie que vous voyez, mais c'est lié à ça. Ah oui? Existe-t-il une tension budgétaire? Mais on en parle. Il est question justement de débattre sur la question tension ou justement crise budgétaire. Où en est-on aujourd'hui? Mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes au niveau des recettes et des problèmes au niveau des dépenses. Ah oui? Au niveau des recettes, la base taxable est très faible, surtout concernant l'impôt direct. Les recettes proviennent essentiellement de l'impôt indirect, des impôts et taxes indirects. D'accord? Mais il y a énormément de défis à élargir la base taxable. Beaucoup de contribuables ne paient pas. Je dois vous dire, la majorité ne paie pas. L'évasion fiscale atteint des niveaux
extraordinaire. Ok? Ça c'est deux. Concernant les dépenses, il y a énormément de problèmes avec les ciblages des dépenses sociaux, des problèmes avec la pertinence des choix d'investissement public et des engagements et qu'on prend au niveau des services sociaux comme l'éducation, la santé, et qui ne sont pas tout à fait en phase avec l'état de nos ressources. Et ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes, et ça pénalise l'économie parce que les arrêts de paiement dus aux entreprises s'accumulent. Et ça, c'est pas bon. La dette intérieure, ça, c'est pas bon pour les entreprises. Vous voyez, si les entreprises ne tournent pas, c'est un cercle vicieux parce qu'après les contributions qui étaient déjà faibles sont à risque et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de problèmes liés à ce que j'ai décrit tantôt, c'est-à-dire l'étroitesse de la base productive. Oui, l'étroitesse de la base. Et l'absence de transformation structurelle de l'économie. Structurelle pendant qu'on parle justement de gestion du gaz et du pétrole. Oui, perspective heureuse, malheureuse. Réponse. Et encore une fois, ça ne doit pas changer. Ah oui, pas que, mais, malgré toute cette richesse dont on parle, en termes de perspective, bien sûr. Ouais, le Sénégal ne sera pas le premier pays producteur de pétrole et de gaz. La Guinée équatoriale est bien connue, le Gabon, le Cameroun. Mais à côté de cela, il y a d'autres pays plus riches que nous en ressources minières. Le Libéria. Le Libéria est basé et toute sa stratégie de développement sur les concessions, les accords de concession. Vous voyez, avec Firestone, qui vient là-bas et produire le caoutchouc. Et les gens pour d'autres... le diamant, mais les mines, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on observe? Il y a des moments où le taux de croissance atteint 30%, et d'autres fois, ça baisse drastiquement. Ce que je veux dire, c'est qu'une stratégie de développement ne peut pas être basée sur les ressources naturelles. Mais oui, une stratégie de développement ne peut pas être basée sur les ressources naturelles. D'autant plus qu'il y a maintenant une nouvelle comptabilité des ressources. Et une littérature grandissante sur le sujet est observée couramment, actuellement. La comptabilité ne se fonde pas exclusivement sur le PIB, ne se fonde plus exclusivement sur le PIB. Sur quoi alors? Regarde le patrimoine global, y compris les réserves naturelles. Ce qui veut dire qu'avant, si vous pouviez extraire du pétrole ou du gaz de votre sol et l'exporter, votre PIB augmentait systématiquement. Maintenant, avec cette nouvelle comptabilité, on se rend compte que vos réserves diminuent, mais vos recettes augmentent. Vous voyez bien, il y a une forme de compensation qui s'est faite. Et ce qui donne un portrait plus juste de l'évolution du patrimoine des pays. Si vous exportez, si vous faites une extraction de pétrole ou de gaz, vous voyez, vous exportez. Vos recettes augmentent, mais vos réserves diminuent. Il faut maintenant qu'on calcule l'effet net sur vos richesses nationales. Ça, c'est d'un. De deux, les ressources naturelles, c'est extrêmement compliqué. Et la plupart des pays africains n'ont pas les moyens de les exploiter par eux-mêmes. Les multinationales sont impliquées. Vous voyez, l'évasion fiscale dans ces secteurs est énorme. Les négociations concernant les partages. Vous voyez, tout ça c'est compliqué. Par expérience, on s'est rendu compte que, ça ne fait pas. Ça ne crée pas suffisamment d'emplois. Deux, les effets sur l'économie en termes de, je veux dire, de croissance économique et d'effets d'entraînement sur les autres secteurs restent très limités. Et globalement, ça n'est pas un bon pilier de développement. Globalement, ça n'est pas un bon pilier de développement. Globalement,